chaque crise est beaucoup plus dangereuse que la précédente. Nous sommes doucement en train d'atteindre un point où la crise sera plus grave et plus importante que la capacité de la banque centrale à l'arrêter. Il est juste très difficile de connaître le moment exact où tout va exploser. Mais avec un système dynamique, vous pouvez faire de très bonnes prédictions quant à l'ampleur de la crise. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une situation inconfortable parce que nous avons flirté 2 fois avec ce danger ces dernières années. D'abord en 1998, on a connu une très grande crise de liquidité qui était visible partout dans le monde. Cette crise a commencé par un défaut de paiement de la part de la Russie qui, le 17 août 1998, a fait défaut sur sa dette extérieure et la monnaie nationale russe a été fortement dévaluée. Puis, la crise s'est répandue partout dans le monde et a mis à genoux des entreprises comme Long Term Capital, où il y avait à peu près 1400 milliards de dollars de produits dérivés. Et le pire dans une crise de liquidité, c'est quand les gens paniquent et se mettent à tout vendre. Il n'y a plus de garantie et la panique se répand aussi vite. C'est à ça que ressemble une crise financière mondiale. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons guéri avec une grande injection de liquidité. Des milliards de dollars ont été injectés dans l'économie. Et ces milliards sont injectés par qui ? Les banques centrales. Puis, en 2008, nous avons connu une autre grande crise d'ampleur mondiale. Et qu'avons-nous fait ? Nous avons continué d'injecter dans l'économie de l'argent créé à partir de rien. Si vous connaissez un peu l'histoire, il y avait la faillite de l'une des plus grandes banques au monde, qui était Lehman Brothers. Et les gens qui ne savent pas qu'il y avait également d'autres grosses banques comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley, qui étaient elles aussi à 2 doigts de faire faillite. L'ancien PDG et président du conseil d'administration de Morgan Stanley, John Mack, criait à l'aide de partout, jusqu'à ce que la banque fédérale intervienne. Vous voyez ces dominos tomber ? Eh bien c'est à ça que ressemble une crise. Et dans nos sociétés modernes, chaque plan de sauvetage d'une crise par les banques centrales est toujours plus gros et de fait plus risqué que le précédent. Ce qui fait que chaque crise est plus dangereuse que la précédente. Et en conséquence, vous voulez posséder des actifs qui seront à l'abri d'une crise de liquidité mondiale. Quels sont ces actifs ? La terre, l'immobilier, l'or, l'argent, l'énergie, le pétrole, les œuvres d'art. Le tableau d'Andy Warhol, Marilyn Monroe, est vendu pour 200 millions. Vous auriez pu l'acheter dans les années 70 pour 50 000 $. Si vous voulez investir dans des actions, achetez des actions des sociétés basées sur les ressources naturelles, comme ExxonMobil, Chevron, Total. Il y a beaucoup de façons de se protéger contre ce qui arrive. Mais vous savez, un portefeuille d'actions ordinaire n'est pas un bon portefeuille. Et ça ne va jamais vous sauver parce que les banques vont être en difficulté. Les fonds du marché monétaire vont être en difficulté. La crise de liquidité sera grande. Vos monnaies nationales respectives ne valent plus grand-chose. Et vous ne le savez probablement pas, mais les monnaies nationales sont, depuis 1979, des formes de crypto-monnaies. Et c'est pour les gouvernants un instrument de coercition pour, par exemple, sanctionner les gens ou les pays qu'ils n'aiment pas. Nous avons vu ce genre de racisme au Canada très récemment, avec Chrystia Freeland, la vice-première ministre, qui a gelé les comptes bancaires et les portefeuilles de crypto-monnaies concernant les chauffeurs routiers, dont le Canada est allé jusqu'à les criminaliser. En effet, si vous souteniez les camionneurs, selon une récente interprétation de la loi canadienne par Chrystia Freeland, la vice-première ministre, c'est un acte criminel. Elle saisit les comptes de ses chauffeurs routiers et Biden saisit les comptes des oligarques russes. Et c'est en fin de compte la même chose. Les États-Unis et le Canada, respectivement première et 6e économie du monde, peuvent geler les comptes en dollars canadiens et américains des personnes qu'ils n'aiment pas. Et ils peuvent également le faire pour les pays étrangers. Et c'est exactement ce que je disais plus tôt en termes d'effets de 2e et 3e ordre. Je connais le fonctionnement des sanctions économiques. Elles peuvent être puissantes. Mais si vous les utilisez trop, et trop largement, elles perdent en fait tout leur impact. Parce que les personnes que vous ciblez se disent « D'accord, je ne suis plus dans votre système financier, je vais chercher ailleurs ». Nous n'avons jamais dans l'histoire gelé une banque centrale d'un pays souverain. Nous n'avons jamais expulsé un pays entier du système SWIFT, à l'exception de l'Iran. Et ça aussi, c'est un cas un peu spécial. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait avec la Russie. Et plutôt que de rester assis là à dire « Oh là, vous m'avez eu », les Russes se sont dit « Passons à un nouveau système de paiement. Faisons un nouveau contrat avec les autres pays du monde. » Les Saoudiens se sont dit la même chose.
Et si par exemple, vous êtes un prince saoudien et que vous avez un yacht à Monaco, un château à Aspen et je ne sais plus combien d'autres maisons ou palais et jets privés partout dans le monde, la première chose qui vous passe par la tête, c'est que tous vos biens peuvent être saisis à tout moment. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les Russes. Maintenant, vous pouvez dire que c'est pour une bonne raison et que Poutine ne devait pas envahir l'Ukraine. Je comprends. Mais si vous êtes un prince saoudien, si vous êtes certainement un Russe, si vous êtes une oligarchie chinoise, dans quelle mesure êtes-vous à l'aise avec le dollar ou l'euro en ce moment? Et vous savez pourquoi on prend ce genre de décision? Simplement parce que les banques centrales, ceux qui nous gouvernent, sont essentiellement une bande d'académiciens qui ne connaissent d'autres réalités que celle de la fonction publique qu'ils occupent depuis leur existence. Ils ne comprennent pas les effets d'entraînement. Ils ne comprennent pas comment le système monétaire international fonctionne réellement. Ils ne comprennent pas le retour de la manivelle. Je veux vous donner un autre exemple. Celui-ci a fait l'objet d'une certaine médiatisation. Nous avons imposé toutes sortes de sanctions à la Russie. La Russie a dit « Ok, nous allons arrêter nos exportations », notamment les exportations russes de métaux stratégiques et de produits chimiques et d'autres éléments dont tout le monde a besoin pour ses intrants et ses processus de fabrication. Et ils ont mis une interdiction sur les exportations de nickel. Bon, vous avez besoin de nickel pour fabriquer des batteries. Alors, bonne chance avec vos véhicules électriques. En interdisant les exportations de nickel, le prix du nickel est monté en flèche. Il a été multiplié par 4 ou 5. Ce n'est vraiment pas surprenant. Les échanges fondamentaux ont chuté partout dans le monde et les entreprises de ce secteur ont dû fermer leurs portes. Et qui est le perdant ici? Il y avait un milliardaire chinois qui possédait l'une des plus grandes exploitations minières de nickel au monde, qui a perdu à peu près 5 ou 6 milliards de dollars. Donc, voici la Russie et les États-Unis qui se livrent une guerre économique et le perdant apparaît en Chine, ce qui n'était pas sur son écran radar et ce qui n'était sur l'écran radar de personne d'autre. Mais c'est un bon exemple pour illustrer le fait que les dommages apparaissent là où on ne les attend pas. La Russie avait environ 600 tonnes d'or. Aujourd'hui, elle en a 2300 tonnes. La Chine avait environ 600 tonnes d'or et aujourd'hui, elle en a environ 2000 tonnes. Un peu moins que ce que nous savons. Il est fort possible qu'elle en ait plusieurs milliers de tonnes non comptabilisées dans l'administration nationale d'échange, que nous ne connaissons pas parce que c'est un système complètement opaque. La Russie et la Chine ont donc fait exactement ce que le Pentagone souhaitait faire en 2009, à savoir augmenter les réserves mondiales par un facteur de 4 ou plus. Le dollar américain est actuellement la monnaie de réserve dominante, avec plus de 60% des réserves de change mondiales détenues en dollars américains. Cela est dû en partie à la taille et à la stabilité de l'économie américaine, ainsi qu'au fait que le dollar américain est largement accepté comme moyen de paiement dans les transactions internationales. Et quand la Chine, avec son poids économique, continue d'augmenter sa réserve d'or, tout le monde se met à dire que sa monnaie nationale, en l'occurrence le yuan, va devenir la monnaie de réserve mondiale. La probabilité que cela devienne une réalité est infime. Et voici pourquoi. Il y a tout un tas de motifs. La raison principale est que lorsque vous parlez de monnaie de réserve, vous devez comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas comme si le gouvernement chinois avait un tas de billets de 100 $ sur des palettes empilées dans son sous-sol. Quand les gens disent « monnaie de réserve », ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est la monnaie des obligations dans lesquelles ils investissent. En d'autres termes, leurs actifs libellés en dollars sous la forme de bons du trésor ou de notes. C'est cela que la Chine a réellement dans ses comptes, pas des dollars en tant que tels. Donc si vous voulez suggérer ou émettre l'hypothèse que le yuan chinois va remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, alors là, la question que vous devez vous poser est celle-ci. Où est le marché des obligations en yuan? Il n'existe pas. Ou peut-être il existe, mais à très petite échelle, et il est très illiquide. Il n'y a pas de négociation primaire, pas de transaction à l'émission, pas d'enchères, pas de système d'échange de titres, pas de compensation, de règlement. Rien de la réglementation et des mécanismes d'un marché obligataire mature comme celui des États-Unis. Et surtout, ils n'ont pas d'état de droit. Au moins, aux États-Unis, vous avez d'excellents bons du trésor. Vous pouvez poursuivre quelqu'un en justice, ce qui est impossible en Chine. Ainsi, l'absence d'état de droit, l'absence d'infrastructure ou de système de distribution sont deux raisons pour lesquelles le yuan, et certainement le rouble, ne remplaceront pas le dollar comme monnaie de réserve de sitôt. Cependant, ce projet, sur lequel j'ai émis une hypothèse et sur lequel il convient de revenir,
c'est qu'il est possible de créer une toute nouvelle monnaie qui dispose de tous ces éléments.